Puis là, l'idée, c'était de faire une entrevue, mais pas partisane du tout, pas parler d'opinion politique, juste c'est quoi le travail de député. Moi, j'ai de l'admiration pour ce que tu as fait. J'imagine plein de choses dans ma connaissance que je n'ai jamais vérifiée. Puis, est-ce que c'est vrai ou non? Puis, comment tu vis l'aventure maintenant que tu es élu depuis, ça fait bientôt 5 mois? Oui, à peu près 5-6 mois, c'est ça? Ouais. Ça va me faire plaisir de répondre à tes questions, mon cher. Alors, on commence avec l'historique. Je t'ai vu, moi, te présenter à 3 campagnes électorales, c'est bien ça. Donc, la première campagne où tu t'es présenté, c'était en 2012. Oui. OK. Ensuite, 2014, parce que c'était un indépendant minoritaire. Puis, 4 ans, troisième élection, puis là, tu as été. Donc, c'est 6 ans, en fait. À peu près, oui, c'est ça. C'est un long parcours. Toi, tu avais une ambition de devenir parlementaire? Tu voulais devenir un député ou il y a quelque chose de un moment donné, tu te dis, ah, ce dossier-là, ça m'intéresse trop, moi, il faut que je m'implique, je vais aller jusque-là. Ben, je dirais qu'assez tôt dans ma vie, j'ai eu la piqûre de l'art politique au sens large. Ouais. Je pourrais même dire que c'est probablement l'entour de secondaire 4 avec les cours d'histoire, puis surtout quand on approchait de la période contemporaine, la Nietzsche, les référendums, la Révolution tranquille, ça m'allumait vraiment, puis j'ai commencé à m'intéresser au débat public, les enjeux de société à ce moment-là de ma vie. Et ça a continué en augmentant avec le cégep à l'université. Assez tôt, je savais que je voulais faire de la politique au sens large. J'étais dans le mouvement étudiant, après ça dans le mouvement syndical. Mais je t'avouerais qu'au début, je pensais plus faire ça, de la politique active, là, plus tard dans ma vie. C'est-à-dire que je voulais être un militant. Québec solidaire a toujours été mon ambition. Je voulais être un militant actif, mais comme mettre ma face sur un poteau, je me disais, je vais peut-être commencer par faire un parcours d'élu syndical, par exemple, de faire élire mon syndicat. Ça veut dire que Québec solidaire existait déjà au moment où tu pensais à tout ça? Parce que le parti est assez jeune, quand même. Oui, c'est ça. Moi, quand j'ai commencé à m'intéresser donc en secondaire 4, le PQS n'existait pas encore. J'étais plutôt une espèce de péquiste, je dirais, d'emblée, pas tant parce que j'étais un fan du parti, mais que c'était la chose qui était la moins pire des options. Puis est arrivé après ça l'UFP, puis Option citoyenne. Avec ça, UFP, c'était l'Union des forces progressistes. Ok, donc ça, c'est un parti que j'ai pas connu. Ben, c'est de ça sur lequel on a construit Québec solidaire. En fusionnant ce parti-là, puis le groupe Option citoyenne que Françoise David avait fondé, tout ça se fusionne en 2006 et donne Québec solidaire. Et j'étais au congrès de fondation. Donc là, dès que c'est parti, j'étais là-dedans. Avant, j'étais pas péquiste, mais je savais pas quoi être. D'autres, je savais que j'étais pas un anarchiste non plus. Fait que je me cherchais un peu, puis là, quand j'ai entendu parler... Tu étais déjà impliqué dans des associations étudiantes, par exemple? Oui, associations étudiantes, syndicats, ça, j'avais déjà été actif. Fait que j'avais le goût de débattre de la politique au sens large, mais je n'avais pas été actif dans une élection, dans un exécutif de circonscription, parce que je ne retrouvais pas une famille politique qui me ressemblait à moi. Et avec la QS, ça a été possible. Je me suis impliqué dans l'assaut de Hochelaga quand je suis arrivé ici en 2007, 2008. J'étais bénévole pendant les élections de 2008. Puis là, on approchait de 2012, puis il y a eu la question de qui va être candidat ici. Ça m'a intéressé. Il y a eu une petite investiture. On était 2 personnes à l'époque que j'ai remporté. Mais on t'a suggéré, on a vu ton implication. Est-ce que toi, tu as juste dit ça me tente parce que ça se parle qui va être le candidat? Ou bien il y a des gens qui, en se parlant, il me semble qu'Alexandre, ça serait C'est un mélange des deux. Parce qu'évidemment, à l'époque, je n'étais pas du tout connu ni du grand public, ni de Hochelaga Maisonneuve, puis à peine connu dans les cercles de Québec solidaire, où je commençais à m'impliquer. J'allais dans beaucoup de congrès, j'allais souvent au micro. Fait que, certains habitués des instances de QS me connaissaient ou me reconnaissaient, mais ça n'allait pas plus loin que ça, il faut être honnête. Moi, je suis allé à ce moment-là de ma vie parce que j'ai senti un certain vide. Je pensais qu'on devait développer QS, qu'on avait une certaine espace à les prendre dans le débat public, puis dans Hochelaga Maisonneuve en particulier. Puis je ne voyais pas personne en mesure d'aller le faire. Et c'est un peu dans ce sens-là, je me dis, moi, je vais y aller d'abord. Alors c'est pour ça que je me suis comme créé une équipe, puis j'ai vendu des cartes de membre, puis assez vite, j'ai compris que il y a donc plusieurs autres personnes qui sont contentes de me voir faire ça, fait que ça donne aussi un élan. Puis l'élection 2012 a été un beau succès d'estime, en quelque sorte. On avait quand même monté de manière importante. Tu es parti de rien, tu as eu un résultat qui était notable. Oui, une progression forte dans le quartier. L'équipe, ça avait bien fonctionné. On avait comme à peu près juste des trucs positifs à dire après ça dans le bilan. Fait que ça fait, OK, j'ai assez aimé ça. Et je pensais surtout que c'était important d'avoir une personne qui revienne plus qu'une fois. Parce que, surtout pour un petit parti comme QS,
qui ne compte pas une flopée de grosses vedettes et qui n'attirera pas donc des grosses vedettes parce que c'est un petit parti. C'est important que la même personne revienne pour bâtir un lien de confiance, démontrer que c'est du sérieux notre démarche. J'avais vu Manon le faire, élection après élection. Alors, moi, c'est un peu comme ça que je m'étais présenté. D'ailleurs, la première fois, dans l'investiture, j'avais dit aux gens, si vous m'élisez comme candidat avant 2012, je m'engage à me présenter au moins 2 fois. Ça, c'était clair pour moi. Alors, 2012, puis après ça, 2014 est arrivé. Moi, c'était très, très clair. Je me présentais. Bien sûr, il y a une investiture quand même. Je n'ai pas été contesté, donc j'ai été élu facilement. Dans l'investiture, toujours. Et puis, par contre, là, à 2014, pendant la campagne, il a fallu que je me pose la même question. Est-ce que je le referais une 3e fois? Au début de la campagne, j'étais plus ou moins certain. C'était quand même pas facile. Une campagne, c'est beaucoup d'énergie, beaucoup de temps entre les campagnes. Mais ça, tu poses cette question-là, alors que la campagne est déjà commencée? Pour la prochaine. Ah, OK. Puis, parce que donné dans la campagne, tu le sens si tu vas gagner ou pas. Tu sais. Oui. Puis en 2014, ça partait bien, mais on sentait que l'élan ne sera pas assez suffisant pour ici. On avait bien sûr l'intention de gagner Manon, puis on l'a fait dans cette Marie-Saint-Jacques, mais dans Hochelaga-Maisonneuve, on le sentait qu'il en manquait peut-être un petit bout, si jamais en même temps. Mais parce que pendant la campagne, je me reposais un peu la question parce que je savais qu'on me la poserait. À l'issue de la campagne, si je perdais, tu te représentais, puis c'était mieux avoir réfléchi avant pour pas avoir l'air d'être pris sur le fait. Puis assez tôt dans ma réflexion, pendant 2014, je me suis dit, ah ouais, j'aime assez ça, c'est cool, l'ambiance est le fun, je suis avec des amis, avec des camarades, j'aime ce qu'on fait, tout ce que je dis, c'est conforme à mes valeurs. Donc, ça me semblait assez clair que je le referais une autre fois, même si cette fois-là, c'était un échéancier de 4 ans et non de 18 mois. Et c'est ce que j'ai dit, donc à la fin de la campagne, à mon discours de défaite sur le stage, là, je leur ai dit, si vous voulez encore de moi dans 4 ans, je serai là, ça me fera plaisir de revenir au bâton. Puis entre-temps, il a fallu que je travaille. Entre les élections, là, tu ne restes pas inactif. C'est toujours quand même un défi d'en faire assez, mais pas de t'épuiser non plus, parce que quand tu n'es pas élu, tu n'es pas élu. Tu ne peux pas faire des conférences de presse, tu ne peux pas aller tourner des organismes et te faire recevoir comme si tu étais le député en place. Oui. De toute façon, tu n'as pas le temps, tu as un job. Là. Oui. Tu as un job, mais social, des amis. Oui, ben je vais arrêter là de bord, je vais pas dépasser. Là, tu as répondu pour l'avenir politique, c'était depuis le début, c'était ton groupe, mais la question où là, je voulais devenir un peu plus ambivalent, serais-tu capable d'évoluer au sein de nos bannières politiques si Québec solidaire n'existait pas, ou s'il se passait un événement fâcheux comme on a vu récemment, on en a vu beaucoup, des personnages qui ont changé de bannière politique, puis même ils sont élus, ils changent de bannière ou ils deviennent indépendants. J'avais le goût de t'entendre là-dessus. Puis aussi, toi personnellement, serais-tu capable d'évoluer sous une autre bannière? C'est drôle que tu me poses la question parce qu'on m'a déjà approché, d'autres partis politiques m'ont déjà approché pour me présenter dans le passé. Alors que tu t'es déjà présenté une première fois pour Québec solidaire? C'était pas nécessairement au provincial, justement, c'était à d'autres niveaux. OK. Je me suis posé moi-même la question, évidemment, quand tu te l'as fait poser, tu réfléchis quand même un peu, puis j'avais refusé pour toutes sortes de raisons, principalement parce que Québec solidaire était vraiment le parti qui me représentait le plus dans le portrait général de la chose politique. Tu sais, mettons, au municipal, je ne l'ai jamais caché, j'ai beaucoup d'affinités avec Projet Montréal. Mais en même temps, c'est pas 100%, ou en tout cas, c'est pas complètement ce que je pense de la politique Projet Montréal. J'ai beaucoup d'affinités, mais est-ce que je pourrais, par exemple, un jour être au municipal? Peut-être. Je ne serais probablement pas inconfortable de Projet Montréal, mais je sais que je suis 100% plus confortable, évidemment, dans Québec solidaire, qui représente l'entièreté de ma pensée politique, puis en même temps, logiquement, c'est pour ça que j'ai passé du temps à m'impliquer dans ce parti-là et non dans un autre parti. Tu vas là où tu es le plus interpellé, en quelque sorte. Fait que, tu sais, ça se pourrait bien qu'un jour, dépendamment de ce qui se passe, je ne veux pas me fermer des portes nécessairement, mais là, ce qui est clair, c'est que depuis le début, ma famille, c'est Québec solidaire. Je suis dans mon rôle de Hochelaga-Maisonneuve que j'adore depuis le premier. Oui, bien, c'était la dernière question de la portion historique. C'est le choix de la circonscription, il a été naturel? Tu t'es impliqué ici, tu habitais ici ou à ce moment-là? Puis c'est comme ça que c'est venu? C'est ça. Je suis arrivé dans le quartier en 2007 pendant mes études. Avec des amis, on s'est loué un appart. Je venais de commencer ma maîtrise en histoire, UQAM. Puis on a trouvé un appart sur Ontario. Moi, je connaissais déjà un peu le quartier pour avoir des amis. Puis je venais de prendre des soirées, prendre des bières avec des copains ici. Fait que, une fois arrivé dans le quartier, comme j'étais membre de Québec solidaire, ben là, j'ai voulu connaître les gens qui y habitaient. D'ailleurs, la première élection de 2008,
où j'étais bénévole. On avait comme quadrillé le quartier en différentes zones, puis on allait porter des clients dans chacune des maisons à la mitaine. OK. Moi, j'avais pris un secteur proche d'où j'habitais pour un peu découvrir mon nouveau quartier. J'avais monté. Montréal est reconnu pour ses escaliers extérieurs. J'en ai monté une shot. Mais j'avais aimé ça. Non, c'est pas ça. Mais j'avais aimé ça parce que ça m'a permis de découvrir des rues que j'avais pas eu l'occasion de croiser encore. Fait que, tu sais, dans le fond, tu peux te présenter où tu veux, hein. Il n'y a pas de règle. Non. Tu peux habiter à Saint-Clinclin, puis il n'y a aucune règle. C'est sûr qu'en plus, pour quelqu'un de pas connu, c'est mieux quand tu te présentes dans ton coin. Puis je pense que c'est mieux comme ça que tu peux toujours avoir le pouls de ta population. Tu sais, quand je vais faire mon épicerie, ben souvent je croise du monde qui me reconnaissent. OK, parce que tu habites encore ici. Oh oui, tout à fait. Puis qui me donne une petite jazz quand je vais au restaurant. Des saluts de madame de l'organisme XYZ. On échange 2-3 mots. Fait que, ça te garde un peu une oreille sur ta circonscription, que si tu n'habites pas là, ben, c'est plus difficile de la garder. Là, il y a un changement de perception. C'est quand les gens te rencontrent, maintenant que tu es élu, là, ils te reconnaissent plus, on te parle plus, on t'arrête pour te parler de trucs. J'ai vu ton dernier post sur Facebook, là, vous m'arrêtez beaucoup pour parler du déneigement quand vous m'arrêtez ces temps-ci. Là, tu as montré quelque chose d'autre que ton collègue avait avancé. Ça paraît, là? Oui, en même temps, si je me compare avec un Vincent Marissal, lui, dans un autre univers, lui, il a une personnalité. Ben, c'est ça, il était déjà connu. De son passé, alors, lui, s'était arrêté beaucoup plus dans la rue que moi. Mais ça m'arrive quand même, oui, de temps en temps, au restaurant, à l'épicerie. Des fois, c'est juste une question. C'est quelqu'un que je connais, que j'ai croisé pendant la campagne. Donc, on a une petite jasette, un militant, une personne d'un organisme, on prend des nouvelles. Mais ça fait partie de la vie de député, de représenter ton quartier. C'est pas juste des chiffres, puis un plan d'action municipal, c'est des vraies personnes, des vraies préoccupations. Fait que le déneigement, je m'en suis fait parler aussi. Fait que c'est pour ça que j'ai fait une petite publication. Moi, je ne soutenais pas, je viens très peu à Montréal, là, juste parce que c'est tantôt, ça a été une aventure. Bon, là, on parle avant l'élection, l'événement campagne. Alors, t'avais quel, moi, je sais un peu ce que tu faisais, mais je ne connaissais pas ton emploi exactement. T'avais quoi comme travail au moment où tu te lances dans la campagne? Le même employeur pour toutes les campagnes? Ça varie un peu, mais j'ai toujours été dans le milieu syndical. Oui. Les premières campagnes, je travaillais pour l'AFPC, un syndicat qui est surtout présent dans la fonction publique fédérale et dans les universités québécoises. C'est de là que j'étais rentré au syndicat par les universités. J'ai été recruteur syndical, j'ai été conseiller syndical, mais à la dernière campagne, là, j'étais rendu à la FTQ, au service de la recherche, où j'écrivais des mémoires. Quand le président il va en chambre, là, en commission parlementaire pour réagir à un projet de loi, ben, moi j'ai écrit le mémoire, c'est pas moi, j'ai fait de la recherche pour positionner la FTQ sur ce truc-là. Donc, ça, c'était un horaire de travail à 40 heures semaine, standard? Oui, c'était un poste assez standard, en effet. Des collègues d'autres départements montaient des projets. J'étais responsable du comité jeune, entre autres, de la FTQ. Donc, j'avais mon bureau là, dans la tour, sur le bord de la 40 au métro Crémazie. J'avais vu tout ça. Et en fait, au moment du déclenchement de l'élection, je n'y étais pas allé depuis 9 mois parce que j'étais en congé parental. D'accord. Ma fille Jeanne est née en octobre. J'avais rallongé un peu mon congé pour pouvoir faire le pont avec le déclenchement des élections. Ça aurait pu retourner plus tôt, mais en même temps, je me disais, pouvoir prendre du temps avec ton enfant, c'est maintenant ou jamais. J'avais la chance d'avoir un peu. Oui, exact. J'avais la chance d'avoir un peu d'économie, fait que je me suis dit, j'aime mieux rallonger mon congé sans solde, faire le pont avec le déclenchement des élections, puis donc, là, tu as dit congé sans ça, mais ça faisait partie de mes questions. Est-ce que ton employeur a dû être compréhensif? Quand toi, tu décides, je m'en vais faire une campagne électorale, est-ce que tu t'absentes un peu plus de ton travail? Lui, il accepte que tu prennes un congé sans solde? Alors, dans la loi, c'est clair. Sous simple demande, n'importe qui est candidate ou aussi agent officiel, la personne qui gère les finances. Mais c'est surtout utilisé pour les candidats. Sous simple demande, tu as un congé sans solde pour la durée de l'élection. Ça, il n'y a pas de. Moi, je pensais que ça serait une difficulté. Moi, si un jour je décide de me présenter. Après ça, est-ce que ça te met dans une bonne ou une mauvaise posture dans ton entreprise? Ça, les humains, c'est des humains. Oui. Mais sur la simple loi, puis d'avoir accès à ton congé, il n'y a pas rien à dire. C'est sous simple demande. Tout le monde y a droit. Et puis, c'est 5 semaines, si je ne me trompe pas. Là, c'est la durée de l'élection avec une semaine ou deux de différence. Là.
Après ça, si tu en veux plus, pour soit relaxer après la fin ou te préparer davantage avant que ça commence, là, tu négocies un peu. Pour chacune des 3 campagnes, tu étais en congé sans solde au moment où la campagne a lieu. Ton employeur n'a pas été jusqu'à te contribuer. Est-ce que c'est illégal. C'est illégal? C'est complètement illégal. Au Québec, les dons doivent être individuels. Les entreprises n'ont pas le droit de faire de dons. Okay. C'est une des rares places en Amérique du Nord où c'est comme ça. C'est tant mieux. C'est une loi qui date de René Lévesque. Et puis, le montant a baissé. C'est Bernard Dranville qui avait fait la première réforme qui avait baissé à 100 $. Mais que le fait qu'une entreprise ne puisse pas donner d'argent, c'est très très clair. C'est depuis René Lévesque, l'entreprise ou syndicat ou peu importe. C'est seulement des individus qui peuvent te faire un don. Donc, mettons, j'ai plein de collègues au bureau que je suis allé solliciter qui m'ont dit hey, je fais un don à QS, je peux-tu te le dédier à Hochelaga Maisonneuve? Ça, il n'y a pas de problème. Tout ça, c'est dans les règles de l'art. Mais l'institution comme telle, la FTQ, aucune contribution. On a parlé d'investisseurs tantôt, je pense que tu as déjà pas mal répondu à ça. Mais mes questions sur l'investisseur, c'est chaque parti a son processus d'investiture. Ça, c'est pas dans la loi électorale. Donc, est-ce que l'investisseur aurait pu jouer sur la bannière politique? Ça faisait partie de mes questions. Mais comme tu m'as dit que ton choix naturel était Québec solidaire depuis le début. Mais ça a une incidence, par exemple. Parce que la CAQ, par exemple, n'a pas d'investiture. C'est M. Legault, qui est un bon chef d'entreprise, décide de qui sera le candidat ou la candidate dans les 125 sénateurs. Donc, l'investiture, ça dépend de à M. Legault. C'est lui qui décide, c'est lui l'investiture. Ah, OK. Fait que, mettons, il va recevoir des CV pour la circonscription de Hochelaga Maisonneuve. Il va checker, il va dire toi, voici, tu es désigné candidat. Tandis que la plupart des autres partis, c'est une assemblée des membres qui décide. Souvent, le chef ou le national vient un peu, dépendamment des partis, soit plus ou moins faire des pressions pour une ou une autre candidature. Ça aurait pu être mon cas cette année. Tu vois, comme Hochelaga était devenu un comté qu'on dit prenable entre 2012-2014, et que là, on avait besoin peut-être d'avoir des nouvelles vedettes. Moi, je t'avoue honnêtement que je m'attendais à recevoir un téléphone de quelqu'un national qui me dit, qui vient de tester la température de l'eau. Alex, t'es sûr que tu veux encore te présenter? On aurait peut-être une vedette qui pourrait nous aider à faire grandir QS ailleurs, tu sais. Puis c'est jamais arrivé. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y avait pas de vedette? Ou parce qu'il y avait confiance en moi pour avoir un mélange des deux? Mais le fait que j'étais candidat depuis longtemps, puis que dans leur analyse, puis comme la mienne, ils pensaient que j'allais être capable, avec mon équipe, de faire gagner Hochelaga Maisonneuve au Québec solidaire, puis maintenant, c'est le genre de choses qui viennent peser dans la balance aussi. Puis, à quoi ça ressemble à la campagne électorale? Là, je sais que tu étais en congé sans solde, mais comment tu écoutes ton temps pendant la campagne électorale? Tôt le matin, dans une circonscription urbaine comme Montréal, tu essaies de profiter du métro. Donc, tu vas faire du pamphlétage aux bouches de métro. Mais en même temps, tu ne veux pas faire ça tous les matins, parce que ça veut dire qu'il faut que tu te lèves de bonne heure quand même. Pour être là, ça commence à 5h, 6h. Si tu arrives à 8h30, tu vas manquer ta fenêtre. Fait que tu ne fais pas ça tous les matins. Tu en fais 2 matins par semaine, peut-être, les bouches de métro. Il y a combien de stations métro dans ta chambre? Hochelaga Maisonneuve, on est gâtés, on en a 5. Wow! Okay. Mais il y en a, tu les connais, tu sais lesquels, où est-ce qu'il y a soit du monde qui arrive beaucoup de là, mais qui vient d'autobus d'un quartier voisin, fait que ça sert à rien que tu vois ta face. Ou tu te coordonnes pour y aller avec le candidat du quartier voisin, tu connais ta bouche de métro, là il y a presque personne qui sort, fait tu vas peut-être en choisir une autre. Puis tu varies. Tu vas faire aussi des sorties de métro là, à 4h, entre 3h30 et 5h, c'est le même monde dans le fond, ils viennent. Là aussi tu vas varier. Sinon, dans la journée comme telle, après ça tu as la matinée jusqu'à environ midi, tu vas essayer de rencontrer des groupes citoyens dans le quartier pour aller prendre le pouls, voir ce qu'ils pensent de ta plateforme, qui c'est quoi leurs enjeux locaux, te documenter. Fait que toi, il y a quelqu'un qui va être au téléphone dans l'agenda, qui va essayer de te booker des rencontres, soit à ton bureau, soit à leur bureau. Après ça, sur l'heure du midi, il faut que tu manges, mais tu vas essayer aussi d'aller faire peut-être des restos, aller voir des gens, jaser, aller sur les places publiques s'il fait beau. Après ça, après-midi, même chose, tu peux aller faire des rencontres de groupe, ou aller faire des cafés aussi, ça c'est toujours recueillir beaucoup de gens. Mais c'est en personne, il y a du porte-à-porte, il y a du déplacement, il y a des rencontrer les gens, mais c'est ça. Là, j'arrive au porte-à-porte, tu ne fais pas ça dans la journée, en tout cas, dans le tour de personnes âgées, tu as plus de chances d'avoir des personnes qui vont te répondre.
quartier résidentiel classique, ça n'a pas grand-chose à faire du porte-à-porte en pleine journée de semaine. Tu vas y aller plus entre 5 et 8. C'est là qu'il va y avoir plus de monde à la maison. Puis t'es reçu. Le pourcentage de personnes qui te laissent entrer chez eux pour discuter quand tu cognes à la porte? Quand la personne répond, là, ça va assez bien. Oui. Ouais, ça va assez bien. Moi, j'ai rarement eu des gens impolis ou méchants. OK. Ça arrive. Mais tu sais, t'en as un de temps en temps, puis il va pas tellement t'insulter. En tout cas, faut pas que tu le reçoives comme ça, mais il va pas t'insulter toi plus que la classe politique. Oui. Puis, ou la valeur que tu représentes. Ah, des fois, c'est même pas le temps de se rendre là. OK. Tout dépourri. OK. Bon, ben là, moi, j'essaie justement de le changer, le système, mais tu n'as pas le temps de développer ça en 3 secondes. Oui. Déjà, des fois, des gens vont regarder en effet ta couleur de pamphlet, puis ils vont voir, les autres, les autres, ton épinglette. Mais encore là, c'est très rare que tu vas te faire claquer la porte au nez. Ça va être comme, écoute, tu perds pas ton temps avec moi, c'est gentil, je te redonne ton pamphlet. Ok, ben merci, bonne soirée. La plupart du temps, ceux qui te répondent, il y a une ouverture. Quand tu fais ça pour ta porte, t'es seul? Non, jamais. Moi, en fait, je suis jamais supposé d'être seul, point, dans une journée de campagne. Pour toutes sortes de raisons. Ça va d'abord tout le temps que quelqu'un sache qui est où le candidat. Oui. Après ça, par support moral, je dirais, c'est quand même des fois intense. Là. Oui. Fait qu'il y a quelqu'un qui a la tâche, ce qu'on appelle un peu l'attaché politique. Il va m'accompagner partout. J'ai eu la chance d'avoir Pierre, mon ami Pierre, qui l'a fait cette année, puis en 2014 aussi, qui s'impliquait aussi, il y a une voiture, Pierre, quand on se promène, aller à une entrevue, aller à une conférence de presse, Pierre conduisait, il préparait un peu des notes, racontait ce qu'on allait faire là, préparait aussi la journée, lui aussi allait voir beaucoup l'agenda pour être certain que tout fonctionne avec moi, que j'ai un peu de repos, il se préoccupait un peu de ma santé aussi. Oui, parce que là, tu dois être en couple sans ça, ton horaire pendant la campagne électorale, t'es bien avec plus que 40 semaines. Ah oui. Quand même. Il faut que tu te prennes des pauses aussi, parce que ça te sert à rien de rouler. Ça, c'est Manon qui m'avait dit ma première élection. Je pense qu'elle m'avait vu comme justement 3 matins de suite au métro Frontenac, à 7 h du matin. Elle m'avait dit, tu sais, Alex, tu vas pas plus gagner parce que tu as été ici 5 matins. Ça se peut au contraire que tu te pètes aux frettes à la 3e semaine, puis que là, ton équipe, c'est ça qui est incroyable. Beaucoup de choses dépendent de la bonne santé de ton candidat. Il y a toute une machine, évidemment, les téléphones, tout ça, mais il faut que ton candidat, tu regardes de l'appeler sur une scène. Par exemple, on vient d'apprendre qu'une soirée spéciale à tel endroit, il faut que tu y ailles. Go. Là, demain, on a réussi à booker tel organisme, il faut que tu y ailles. Si ta santé ou ton énergie est chambranlante, c'est toute l'organisation qui peut être mis au ralenti ou qui ne va pas fonctionner. Moi, j'ai connu malheureusement des gens dans d'autres partis qui avaient eu des candidats ou des candidates qui étaient inégales dans leur présence, dans leur implication, puis c'était super tough de motiver des troupes, d'être efficace sur le terrain. Moi, mettons, ma gang au téléphone, quand il appelait des gens, puis il y en avait un qui était ce qu'on appelle des indécis plus. Donc, ils ne savent pas pour qui ils vont voter, mais tu sens qu'en parlant, tu pourrais avoir une chance de le convaincre. Ben là, tu mets une liste d'appels pour ton candidat, parce qu'il y a encore plus de chances de le convaincre, sinon personne qui est belle. Mais moi, quand ma liste, de temps en temps, j'avais ma doc qu'on appelle, ma directrice de campagne. Elle disait, Alex, à soir, je t'ai booké des plus, parce que là, ta pile, elle a plutôt augmenté, il faut que tu la descendes. Okay. Je m'installais au local au téléphone, puis je faisais 2-3 heures de I+, puis je faisais baisser la pile. Mais ça, il faut de l'énergie, il faut être présent. C'est important de doser ton affaire. Puis, c'était quoi ton meilleur baromètre pendant la campagne? Ta progression, tu l'as dosé comment? Est-ce que c'est les gens que tu rencontres qui est le bon baromètre? Est-ce que c'est ton équipe qui parle de tel sondage? Un peu de tout ça. Les gens que tu rencontres ont leur importance. Je te dirais, il faut la nuancer parce que des fois, quand tu vas appeler ou quand tu vas te porte-à-porte, il y a beaucoup de gens qui, peut-être par politesse, vont dire oui, je vais voter pour vous. Si tu penses que tous les gens qui ont dit ça vont vraiment voter pour toi, ça se peut que tu aies des surprises le soir. Mais il faut que tu aies aussi, en effet, tu regardes les sondages, évidemment. Tu regardes aussi le pointage, toutes les gens qu'on appelle, toutes les gens qu'on rencontre, on se fait un système maison de combien on pense avoir réussi. Dans ceux qu'on a parlé, à qui on a parlé, ça nous donne une idée. On est rendu peut-être à 25%, 30%, 40%.
Puis moi, cette année, ce qui a été mon baromètre qui faisait en sorte que j'étais pas mal confiant qu'on allait gagner, c'est les pancartes sur les balcons. Encore, c'est très urbain, là. Mais beaucoup de gens, vraiment plus que dans les 2 autres élections, étaient venus en chercher au local pour l'accrocher chez eux. Parce que les pancartes sur les balcons, c'est jamais vous qui les installez, c'est le citoyen qui la met sur son balcon. On peut aller lui porter, on peut même aller lui installer s'il veut, mais la plupart du temps, les gens préfèrent venir la chercher au local, puis là, on enregistre, puis pas de problème. Et il y en avait beaucoup cette année, vraiment. Puis je le sentais, il y avait comme aucune rue, aucun tronçon de rue sans affiche. Il y en avait toujours au moins une dans un segment. Puis ça, je l'avais jamais vu dans mes 2 élections précédentes. Fait que je me suis dit, quand tu mets une pancarte chez vous, tu t'affiches avec tes voisins, c'est que tu es rendu à un degré de confiance. On enregistre parce que vous avez la responsabilité d'aller la chercher et d'enlever après. C'était pas tellement enregistré qu'on prenait juste son nom, on va être certain qu'il n'y a pas des vols, parce que ça c'était déjà vu d'autres parties, des gens qui viennent, je vais t'en prendre. T'en prends 25, puis il s'en va les jeter. Ça coûte quand même très cher, le pancarte, puis on voulait juste s'assurer de ne pas se faire voler par des stratagèmes. OK. Et puis, on a fait le tour, parce que là, je te demandais si tu étais reparti à zéro à chacune des investitures. Tu n'as jamais eu à être tassé par un candidat vedette ou de faire demander, puis tu es reparti à zéro à chaque investiture, mais avec un bon soutien de l'équipe parce que tu es toujours resté impliqué avec tes partis. Oui. Tu vois, cette année, quand on a fait l'investiture, il fallait voter quand même, hein, c'était moi ou la chaise. Oui. Et puis j'étais vraiment étonné, on avait 230 personnes qui étaient venues voter. Déjà en soi, c'était énorme. Pour l'investiture, oui. Oui, ben, puis non contesté en plus. Puis j'ai eu 230 votes. Personne n'a voté pour la chaise. Puis j'étais dans la salle, je reconnaissais 2-3 avec qui on avait déjà eu des discussions serrées sur 2-3 sujets. Je me disais, il va falloir avoir une coupe d'abstention, de chaises pour le principe. Puis non, 230. Fait que j'étais ému. Super beau soutien. Ouais, ça m'a rendu ému. Puis c'était comme une forme d'humilité qu'il fallait que je conserve. Puis tu sens la force que les gens te donnent, investissent en toi. L'investiture, c'est ça le mot. Hein. T'investissent d'une certaine mission, là, en grande parenthèse, mais en tout cas de. Faut pas rentrer dans les termes. Non, c'est ça, mais une confiance collective de dire vas-y, on te soutient, puis ça, je l'ai vraiment senti dès le départ, donc ça m'a aidé à me remettre en selle parce que, honnêtement, entre les élections, au final, tu as quand même perdu 2 fois. Fait que tu restes motivé, puis tu as une belle équipe, mais ça travaille. Les échecs construisent des personnalités aussi, mais c'est toujours un danger de tomber dans c'est toujours perdre, puis juste condamné à perdre. C'était toujours être le perdant sympathique qui gagne des victoires morales, mais jamais des vraies victoires. Fait l'ingrédient comme ça, c'est justement les gens qui t'entourent, bâtir des solidarités, bâtir des histoires communes, puis espérer que ça fasse percoler. Puis ton équipe pendant la campagne, c'est complètement bénévole ou certaines personnes clés de ton équipe ont un salaire? Par exemple, ton attaché politique qui suit partout, lui, est-tu payé? Est-ce que c'est par le parti? Est-ce que c'est un montant? La loi Canada prévoit que le gouvernement paie ces gens-là ou c'est seulement le parti qui finance? C'est tout de l'argent du parti. Il n'y a aucun argent public qui va là-dedans. L'argent public vient, mettons, dans ce qu'on appelle les rentes électorales. Donc, sur la base de ton résultat, il y a un nombre de dollars par vote par année qui t'est donné par l'Élection Québec. Mais ça, c'est sur la base de ton ancien résultat. Fait que c'est avec ça, mettons, que tu fais ta vie associative entre les élections, puis que tu te ramasses un peu ton fonds électoral pour la prochaine échéance. Mais au moment, donc, de l'élection, c'est uniquement sur cette petite caisse-là que tu t'es construite avec les années que tu vas faire ton budget, dont une partie est dédiée au salaire, parce qu'il faut prendre 5 semaines de congé. La directrice de campagne est plus que, je pense qu'elle fait plus d'heures que moi. L'attaché politique en fait beaucoup, le responsable de pointage, les coms. Tout le monde, je pense qu'il n'y a pas un seul modèle. Il y a des partis qui ont plus de bénévoles, fait moins besoin de salaire. Des partis qui vont juste fonctionner au salariat. Nous, on avait des gens qui avaient un peu, soit mettons des gens qui étaient à la retraite, qui n'avaient pas besoin d'argent, qui disaient, moi, je n'ai pas vraiment besoin. En tout cas, bref, on avait tout ça est validé après ça avec le parti, qui est validé avec le DGE en amont, là, pour pas qu'on fasse des erreurs, des faux pas. Là.
Mais il y a de la flexibilité quand même sur ton modèle d'organisation. OK. Là, on arrive à l'élection. Oui. Là encore, je te dis tout le temps, j'ai vraiment beaucoup d'admiration pour cet accomplissement-là. Parce que je fais partie des gens qui, chaque fois que je chiale sur la politique, me disent comment ça fait que je ne suis pas, pourquoi je ne suis pas là pour changer les choses. Mais tu confirmes là-dedans plein de sacrifices que je ne suis pas prêt à faire pour vivre quand même. Mais, par exemple, je pourrais m'impliquer, je pourrais être l'assistant, je pourrais être un bénévole, puis ça, je le fais même pas. Est-ce que ton parcours est typique en politique où tu es parti de zéro, puis là, toi, considères-tu ça comme un parcours typique, quelqu'un qui a vécu 3 élections avant de se faire élire? Parce qu'il y a des situations vraiment différentes. On parlait tantôt de candidats vedettes. Là, c'est comme une autre sorte de magie. Ça se passe autrement pour ces personnes-là. Mais pour quelqu'un qui n'est pas connu par un métier où il est médiatisé, ou qui ne s'est pas rendu célèbre par sa richesse, tu continues ton parcours est typique. Peut-être typique de ce genre de chemin-là. Comme tu dis bien, il y en a plusieurs, mais je pense que les 2 principaux, c'est des militants de la base qui construisent un parcours à travers des années. Des fois, il y a des vagues, comme la vague orange. Il y a beaucoup de ces militants-là de la base qui ont eu. C'était leur première élection, puis ils étaient élus. Puis c'est probablement le cas, je n'ai pas vérifié tous les parcours individuels, mais les gens de la CAQ cette année, il y en a sûrement beaucoup, là, c'était leur première candidature comme ça. Puis tu as en effet d'autres parcours de gens qui se sont fait connaître dans leur domaine. Puis là, les domaines sont infinis, l'économie, médecine. Et crois-tu qu'on peut aspirer à une carrière politique en disant, moi, je vais d'abord me faire un nom en affaires, puis je vise la politique après? Bien, c'est un mélange des deux. Je pense pas qu'il y en a un qui est plus valide que l'autre. Tu sais, mon ami Vincent Marissal, lui, il n'a jamais mis les pieds dans un congrès de Québec solidaire avant, peut-être comme journaliste, là, je ne sais pas, là, mais avant son élection. Puis moi, je trouve que c'est bien correct. Okay. Puis tu as d'autres équilibres aussi. Ma collègue Christine, par exemple, la Brive Sherbrooke, elle n'était pas connue vraiment, un petit peu dans son coin parce qu'elle avait fait l'élection municipale précédemment, mais c'était une citoyenne impliquée, tout ça. Elle était sympathisante de QS, mais c'était pas une militante du parti. Elle n'a jamais été dans les congrès, des choses comme ça. Mais, ensemble, tu construis une famille politique. Puis je pense que c'est un peu la recette du succès, d'avoir un équilibre de tout ça. Parce que si tu as juste ça ne marchera pas. Si tu as juste des vedettes, puis plus personne qui vient de la base, tu as des connexions entre le caucus et les gens qui animent. Fait que tu es content de cette diversité-là. Il n'y a aucune envie ou certaine jalousie envers ceux qui l'ont peut-être plus facile quand ils arrivent comme candidats vedettes. D'ailleurs, chez Québec solidaire, il y en a 2 qui sont arrivés comme vedettes et qui ont eu la tâche plus facile que de vivre 3 élections comme toi. Il n'y a aucune envie, aucune jalousie. Non, puis au contraire, moi j'étais content de l'arrivée de ces personnes-là parce que sinon tu restes toujours dans la même petite gamme. Puis la même recette, tu ne feras probablement pas un nouveau gâteau. Si tu fais toujours la même affaire que le même monde, ça puis risque de ressembler. La vedette a bénéficié à tous, j'imagine. Oui, en quelque sorte. Puis mais la vedette, elle a besoin aussi de ton expérience, de ta vision du congrès. Puis ces temps-ci, on a toujours des débats au caucus, mais moi, souvent, quand j'interviens au caucus, j'amène mon expérience de militant de la base du parti qui a été un membre comme les autres, qui a été après ça son exécutif, qui a connu quelques débats. Fait que je peux être plus sensible sur dire, oh, si on va là-dessus, ça va peut-être faire réagir à des endroits que vous n'avez pas nécessairement encore connus ou que vous n'avez pas encore conscience. Fait que peut-être que c'est ma contribution en ce moment de ce parcours-là de base, de comprendre justement comment fonctionne notre système. Puis, on a parlé de vagues, on a parlé de vedettes. Est-ce que tu en vois beaucoup d'opportunisme dans les candidats ou dans les gens qui sont élus en ce moment? Toi, tu es entré au Salon Bleu, tu as vu qui sont tous députés. Est-ce que dans ton secret intérieur, tu sens le nom, tu t'en vois là, il me semble qu'il n'est peut-être pas sa façon politique, il est venu ici parce qu'il y avait de l'opportunité. C'est difficile à dire pour les élus. J'en ai vu beaucoup dans les employés politiques récemment, par exemple. Ah, OK. Avant le déclenchement, puis après, beaucoup de gens, je peux le nommer, c'est public, beaucoup de gens qui étaient au PQ ou associés à la famille du PQ, qui ont été staffés en bon français à la CAQ. OK. Beaucoup de gens. C'est surprenant même. Mais en même temps,
Donc, Comme les la gens qui CAQ sont est compétents, qui ont de l'expérience, puis là, tout d'un coup, la vague change. Ah, nous, on change de vague. Puis ça, on le voit moins ici public, mais on ne voit pas le changement de manière dans les médias de ces gens-là. Ouais, non, c'est ça. Il y a des fois, il y a un petit article, puis c'est vraiment pour les geeks là, de politique qui s'intéressent à ça vraiment en détail. Tu vois, lui a fait ça, lui a fait ça. Mais, tu sais, comme la CAQ est un nouveau parti, ils n'ont pas un historique avec tout un carnet d'adresses de gens qui pourraient occuper toutes sortes de fonctions dans l'appareil d'État. Fait qu'ils avaient un peu pas le choix d'aller piger ailleurs. Fait que c'est pas tant la démarche de la CAQ qui me surprend que la réponse de ces gens-là. C'est-à-dire, OK, moi, tu es en train de défendre ce parti-là jusqu'à la mort. Et là, oups, tu te ramasses. Là, cette semaine, l'adversaire de ma collègue Christine Labrie dans Sherbrooke, le candidat péquiste, ça fait même pas 6 mois, vient de passer conseiller au cabinet de l'immigration. OK. 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 Ouais, il y a des règles, il y a des où on se pose des questions. Tu disais tantôt, est-ce que tu verrais dans d'autres partis politiques? Mais il y en a visiblement plus que d'autres qui sont à l'aise. Ça répond aussi aux questions du tout début. Parle-moi de ton sentiment envers certains vire-capots, entre guillemets. En fait, c'est ça que je voulais pas. Je voulais pas avoir la réponse la plus précise possible. Je voulais savoir, lire ton sentiment dans ton attitude quand tu me parles de ça, puis je l'ai très bien eu. Ça, c'est la question qui a tout démarré dans ma tête. Okay. Puis c'est la question malaise. Puis c'est probablement la question que, ben pas la question, mais une réflexion que n'importe qui se fait quand quelqu'un est élu. Là, ton salaire annuel, il est rendu public, il est connu. Puis j'ai pas besoin de le dire, puisque les gens peuvent aller le chercher. Alors, est-ce que tu as vécu ça comme une belle promotion? Moi, j'ai l'impression qu'avant l'élection, on avait peut-être, nous deux, là, un salaire annuel peut-être équivalent, même genre de classe, d'emploi ou de carrière, puis on a à peu près le même âge. Là, on passe à une nouvelle gamme, ou tu ne l'as pas vécu comme ça? Le milieu syndical offre des conditions de travail assez généreuses. Okay. Fait que j'étais déjà assez choyé dans mon revenu annuel où je travaillais auparavant dans le milieu syndical. La différence que j'ai gagnée en revenu avec la nouvelle job s'équilibre avec le fait que là, on a fait le projet de faire le voyagement Montréal-Québec en famille, comme c'était pas encore à l'école, c'est possible. Sans rentrer dans tous les détails, mais ma blonde vient de Québec, ses parents sont là, donc ça se fait bien. Toi, à date, ça se fait bien. Je te demandais si tu avais besoin d'un pied à terre là-bas. Ah oui, t'as pas le choix. T'as pas le choix. Sauf que donc, ça pour te dire que pour faciliter tout ça, puis parce que ça donnait bien pour ma blonde, elle a arrêté son emploi pour se concentrer sur la rédaction d'une maîtrise. Okay. Donc, ça fait des revenus de moins dans le ménage qui compensent Fait que t'es pas allé t'acheter une grosse voiture non. Ton train de vie n'a pas vraiment changé, ou s'il a changé, ben, il faut ajuster les choses. J'avais une question en fait, j'ai perdu le fil un petit peu. Pas de souci. Mais tu vois, c'est bon parce qu'il y a tout un débat en ce moment à l'Assemblée sur le revenu, parce que l'Agence du revenu du Canada, pas celle du Québec, disons, juste celle du Canada, parce que dans nos revenus, il y a deux fonctions. Il y a un salaire, puis après ça, il y a une espèce de remboursement. Ah oui, compte de dépenses. C'est ça, c'est pas un compte de dépenses, c'est comme un montant forfaitaire qui est supposé couvrir des déplacements, des choses comme ça. Ah donc, tu t'es donné en entier sans que tu aies à justifier. Exact. Okay. Et ça, maintenant, l'Agence du revenu du Canada considère ça comme du revenu, donc imposable. Ça n'était pas avant. Non, c'est vrai. Même que j'ai lu, tu sais, quand je me suis questionné sur ton salaire annuel, je suis allé lire, puis je voyais que ce montant-là était non imposable. Donc, au provincial. Okay. Maintenant, il est au fédéral. Et là, il y a toute une discussion pour qu'on augmente le salaire afin de couvrir la portion qu'on perd à l'Agence du revenu du Canada. Et, en tout cas, encore une fois, sans rentrer dans tous les détails, mais nous, on est pas super à l'aise avec ça parce qu'il y a eu un gros rapport écrit par une ancienne juge à la Cour suprême, Mme Leroux Dubé, il y a 2-3 ans, qui faisait le tour de la question de la rémunération des députés. Puis qui disait qu'il y a du ménage à faire là-dedans. Et puis, elle proposait une couple d'aménagements qui s'avait l'air de faire d'allure ce rapport-là. Et nous, on était d'accord avec les conclusions de ce rapport-là. Malheureusement, les autres partis sont plus à la pièce. Okay. Alors, ils mettent beaucoup de pression en ce moment pour qu'on accepte la hausse du salaire pour compenser la perte. Okay. Là, on dit, pourquoi on ne fait pas l'ensemble des réformes proposées par la MQB? En tout cas, il y a un débat en cours, ça ne fera pas la nouvelle.
Mais c'est le Tu genre de choses. as parlé de bons avantages que tu avais avant l'élection. Est-ce qu'il y a des programmes collectifs pour les députés? Avez-vous une assurance médicaments Oh, oui. privée? Donc, Oui, un fonds de retraite, des trucs pour les médicaments. OK. Ça. Bon. Là, tu vois, je ne savais pas du tout. J'avais pensé que tu m'avais répondu non. C'est-à-dire qu'on n'a pas notre assurance, mais pas dentaire ni de la vie. Je ne sais pas pourquoi. OK. Je ne suis pas fouillé, là. Mais on a des bonnes assurances pour médicaments et autres. Mais dentaire et vie, on en a. OK. Puis ça, c'est exclusif aux députés ou bien ça inclut d'autres portions de la fonction publique comme assurance? Tu as un autre régime d'assurance pour les employés de l'Assemblée nationale. OK. Je ne connais pas tous les détails, mais je sais que c'est pas le même. Je pense que c'est pas le même régime, puis c'est pas le même fonds de retraite non plus, mais ils ont quelque chose. Puis, bon, ben, à quoi ressemble ton horaire depuis l'élection? Ta charge de travail par rapport à ce que tu faisais avant avec un emploi à 40 heures semaine. Maintenant que tu es élu, est-ce que tu es toujours en train de travailler? Non, quand même pas. Il faut mettre des limites aussi, là, si tu veux voir ta famille, si tu veux vivre. Tu as plus de soirées et de fins de semaine qui sont mobilisées. Ça varie pendant des périodes. Je dirais que typiquement, tu as au moins une soirée par semaine quand tu es en circonscription avec une activité, puis d'habitude au moins une activité par fin de semaine. Ça peut être 2 heures, 3 heures. Mais d'habitude, tu en as à peu près en moyenne une par fin de semaine. Après ça, ça change beaucoup quand tu es à Québec en assemblée, au Salon Bleu ou en circonscription. À l'Assemblée, c'est vraiment, moi, c'est des choses les plus folles que j'ai connues de ma vie. C'est quasiment pire qu'une campagne électorale. Tu as moins à courir partout parce que tu restes dans le bâtisse. Oui. Mais tu sais, tu arrives, une journée normale, mettons le mercredi. Il faut que tu sois au bureau à 8 heures parce que faut que tu puisses réagir à la nouvelle du jour. Puis si jamais tu poses une question à 10 heures, il faut que tu aies le temps de l'écrire parce que tu as un caucus en 9 heures. Je pense que si tu as une heure. Donc, ce qui est filmé dans le Salon Bleu, ça commence à 10 heures. Oui, mais c'est. Quand on voit des extraits aux nouvelles, là, ça, c'est une exact. période de questions qui dure combien de temps? 1h30 à peu près. Puis après ça, tu as d'autres affaires qui continuent, mais ce n'est pas tous les députés qui sont requis dans ce moment. Ils peuvent aller faire des commissions parlementaires, d'autres travaux, d'autres rencontres. Okay. Mais comme je te dis, mettons un mercredi, là, tu rentres à 8, très rare que tu sors avant 6. Souvent, tu vas sortir à 7, des fois. Des fois, tu es un bon 12 heures. C'est un choix ou tu es obligé de. Tu n'as pas vraiment l'option, parce que tu as ta commission parlementaire, tu as tel groupe qui veut te rencontrer, après ça, tu as un caucus, après ça, tu as une rencontre avec le recherchiste pour le projet de loi de la semaine prochaine. Ouais. C'est un feu roulant impressionnant, mais c'est super stimulant. Mais ce qui est difficile, c'est quand tu arrives à la maison, surtout quand tu as fini tard. Mettons le mardi, ça commence à 2 heures l'après-midi. Pour laisser le temps au monde d'arriver, surtout les régions un peu plus éloignées. Mais nous, on est là quand même, il faut que tu sois là-bas, parce que c'est la même chose, tu peux préparer ta question, répondre à des journalistes, préparer tes projets de loi. Mais quand ça commence, mettons le mardi à 2 heures, ça peut finir à 9, 9h30, 10, dépendamment des fois. Essaie d'aller coucher après une journée où tu as passé 50 réunions, projet de loi, ta tête, elle n'a pas le temps de tout digérer. C'est ça que je trouve le plus difficile à date. C'est de revenir chez toi et de réussir à prendre le temps de digérer tes affaires avant d'aller coucher. Ça, à Québec, c'est 2 semaines consécutives? C'est 3 jours. C'est les mardi, mercredi, jeudi. OK. Ça, c'est l'horaire de l'Assemblée nationale qui est fait comme ça? Tout le temps. Okay. Tout le temps. Puis souvent, tu en as, mettons, 3 ou 4 semaines d'affilée comme ça, puis après ça, une semaine en circonscription complète. Okay. Parce que, mettons, une semaine d'Assemblée nationale, le lundi et le vendredi, tu es dans ta circonscription. Comme aujourd'hui, on rencontre des groupes, rencontre des citoyens, prépare une intervention, etc. Fait que ça, les lundis et vendredis, tu es toujours supposé d'être dans ta circo, des fins de semaine aussi. Puis sinon, comme je te dis, à peu près une semaine sur 4 ou sur 5, là, tu as la semaine complète en circonscription. Fait que tous les, mettons, des rendez-vous de groupe du quartier que tu n'as pas eu le temps de rencontrer, souvent tu accumules ça dans ta semaine de circo, qu'on appelle. Puis là, tu vas à 2-3 rencontres par jour. Quand on a communiqué pour l'entrevue d'aujourd'hui, tu me dis les 2 premières semaines de marche, puis dans ma circonscription. Exact. Là, ça, c'était différent. Tu n'as pas été. Tu ne seras pas à Québec demain? Ou... Non, c'est ça. Okay. Ça donne qu'on a 2 collègues pour que. Parce que c'est pas les semaines de relâche partout, pareil au Québec, dépendamment des commissions scolaires. Fait qu'ils mettent collés, ces 2-là. Okay. Fait que là, ça veut dire qu'à partir de la semaine prochaine, je repars, si je ne me trompe pas, un autre 4 semaines d'affilée d'Assemblée nationale.
Fait que notre prochaine semaine de circo, ça va être la 3e de février, d'avril. OK. Bon. C'est comme ça toute l'année. Bien faire ton travail en te limitant à 40 heures semaine, c'est impossible. C'est difficile, puis c'est pour ça que tu as des attachés politiques ici, c'est pour ça qu'à l'Assemblée, il y a toute une équipe parlementaire. Sinon, tu n'y arrives pas. T'sais. Puis là, selon ton rôle, toi, tu n'es pas dans un parti au pouvoir, tu n'es pas ministre non plus. Ça augmente cette charge de travail-là, tu crois, pour un candidat qui est dans le parti au pouvoir, parce qu'il est plus sollicité, ou un ministre qui, lui, en a beaucoup plus de responsabilités? Moi, ce que je me suis fait dire, puis ce que je constate tranquillement avec mon expérience, c'est que les 2 pires jobs en termes d'agenda débile, c'est ministre et chef de parti. Okay. Peu importe quelle place le parti occupe, là, donc Manon Mancé, par exemple, un chef du PLQ ou du PQ, ces jobs-là sont les plus difficiles parce que faut que tu coordonnes aussi tes instances démocratiques du parti, donc l'exécutif, il faut que tu fasses la tournée du Québec. La tâche est vraiment très très grande. Un ministre, évidemment, on se doute que c'est un agenda complètement fou. Fait que moi, je suis pas mécontent d'arriver dans ces circonstances-là où j'ai le temps de m'habituer un peu à cette nouvelle existence-là. Je suis surtout content d'aller dans un caucus de 10 personnes. Parce que ce que je comprenais de la réalité avant, ce qui était 1, 2, 3, c'est que tu n'as pas le temps de tout couvrir tous les sujets. T'sais. Des fois, il peut y avoir jusqu'à 4 ou 5 commissions en même temps dans la même journée. C'est impossible d'être partout. Donc, se diviser le travail à 10, là, c'est possible. Tu as le temps de te préciser un peu. J'ai quand même 4 gros portefeuilles où je suis responsable ici de travail, solidarité sociale, justice, sécurité publique. Ces 4-là, au Parti libéral, c'est 4 personnes différentes. Parce qu'ils sont un peu au caucus, c'est normal. Mais imagine avant, quand il était 3, ils devaient se partager tous les sujets ensemble, ça pouvait être l'enfer. Oui. Là, à 10, c'est vivable. Je demandais, quand tu es dans cette construction, tu rencontres des citoyens, tu rencontres des entreprises, qui vient solliciter pour des rencontres, puis est-ce que c'est sur rendez-vous seulement? Que ça t'arrive d'avoir un après-midi libre dans ta circonscription, ou comment tu fonctionnes dans ta circonscription? C'est surtout des groupes. Là, en début de mandat, des gens qui veulent me connaître, parce qu'on n'a pas eu l'occasion de se croiser encore. Des gens qui étaient soit habitués avec l'ancien député qui était là quand même 10 ans, fait que là, un nouveau député, que je connaisse leur organisme. Parce que malgré mes 6 ans d'implication, il y en a tellement d'organismes dans Hochelaga que je ne les connais pas tous. Okay. Ou en tout cas, je ne les ai pas tous visités. Des fois, j'en ai entendu parler, mais ça n'a pas donné que j'ai visité sur place. Donc, c'est des prises de contact. On est beaucoup dans les prises de contact en ce moment. Après ça, ça va dépendre d'un dossier. Telle une garderie qui a de la misère avec son local, ça peut qu'elle se fasse évincer de son local, il y a besoin d'appui du député, mais ils viennent prendre rendez-vous avec mon attaché. Moi, mes 3 attachés, on s'est divisé les dossiers aussi. Fait que là, une personne qui va être plus de notre famille va préparer la rencontre en amont. Qu'est-ce que vous voulez, quel autre jour qu'on parle. Après ça, on va se préparer, on va les accueillir, on va regarder ce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'on peut faire. On va donner un petit plan d'action sur leur dossier. Les entreprises, c'est pas arrivé beaucoup encore. Il y en a eu 1 ou 2 sur des projets particuliers. Puis les citoyens, souvent les citoyens qui viennent ici, c'est sur des dossiers très personnels. Hydro m'a coupé. J'ai coupé mon aide sociale, des choses comme ça. Moi, ça ne sert pas à grand-chose qui me rencontre. On a une attachée qui est spécialisée dans ces dossiers-là qu'on appelle le dossier citoyen, où on a des lignes particulières avec le ministère ou Hydro-Québec pour les attachés politiques qui veulent essayer de régler des dossiers de citoyens. Ça, il y en a quand même vraiment beaucoup qui viennent. C'est pour des gens qui ne connaissent pas la mécanique politique, ça peut être surprenant. Le nombre de personnes qui arrivent ici, on est leur dernier recours parce qu'ils ont tout essayé, ça n'a pas marché. Mais il y a le bureau de député. Puis souvent, on réussit à faire quelque chose avec pour les aider. Oui, non, mais ça faisait partie de même mes questions peut-être plus loin, mais est-ce que tu as un certain budget pour régler des choses? As-tu un pouvoir en tant que député pour dire, ben moi, j'ai cette cagnotte-là pour régler les choses dans la circonscription pour prendre action sur un dossier en particulier? Tu as 2 types d'enveloppes. Tu as vraiment l'enveloppe pour le fonctionnement de ton bureau. Oui. C'est grosso modo la masse salariale de tes employés, puis des achats, papeterie, des choses comme ça, meubles et autres, pour faire fonctionner ton bureau. Fait qu'en quelque part, tes ressources humaines que tu embauches sont un ingrédient pour régler des dossiers comme ça. Puis après ça, tu as une autre enveloppe qui s'appelle le soutien action bénévole. On appelle le SAB en jargon. Et ça, c'est vraiment des genres de subventions, si tu veux, pour toutes sortes d'initiatives. Ça peut être des groupes, ça peut être des citoyens qui ont un petit projet.
Et puis après, ça fonctionne sur demande. Donc, des groupes t'envoient un petit dossier. Voici, je suis, mettons, je donne un exemple, chez Christopop, ils veulent s'installer des jardins extérieurs pour les citoyens pour faire monter un projet, donc ils demandent une subvention. Et nous, ce qu'il faut faire à ce moment-là, c'est ce qu'on appelle ouvrir un SAR, donc laisser savoir dans la circonscription que d'ici telle date, on va recevoir vos propositions pour X montant. Et après ça, on les reçoit toutes. Il y en a certaines qui n'ont pas rapport, des gens qui ne sont pas du tout dans la circonscription. Cette cagnotte-là, cette enveloppe-là, elle est connue, c'est un montant fixe, ça? Ça, c'est un problème parce que c'est complètement discrétionnaire. Okay. Moi, là, puis l'ensemble des députés, on n'a aucun compte à rendre sur comment on dépense cet argent-là. C'est un problème, à mon avis. Et mon collègue Nadeau-Dubois a commencé ça il y a 2 ans. Et là, ma collègue Christine l'a fait, puis nous, on veut le faire pour septembre. C'est ce qu'on appelle un budget participatif. Donc, de cette enveloppe-là, qui est quand même plusieurs milliers de dollars, on en prend 40% et on le rend, c'est-à-dire on le rend public. Donc, les gens vont déposer des projets. On va organiser un après-midi de fin de semaine, une assemblée, pas tant une assemblée qu'une espèce de foire ou de présentation dans une grande salle. Tous les groupes qui vont déposer un projet vont avoir un kiosque pour présenter leur projet. Les citoyens viennent poser des questions, puis à la fin, ils vont pouvoir voter pour prioriser quel ou tel projet qui devrait, selon eux, être mis de l'avant davantage, pour faire en sorte que ce ne soit pas juste moi qui décide ça tout seul ou avec ma collègue. Alors que selon la loi, ça pourrait être juste toi qui décide. Puis ce montant-là, il est dépensé en entier par chaque député à chaque année? Oui. Souvent, tu le dépenses à 2 ou 3 occasions dans ton année. Okay. Pour que ce soit juste un moment, puis si ton projet, tu as une bonne idée, 3 jours après, tu es fini. Là. Okay. Tu prépares 3 ou 4 moments dans ton année pour faire un SAM, qu'on appelle. OK. Là, tu as parlé de l'Assemblée de fin de semaine. Tu es très sollicité en soirée et en fin de semaine. Encore là, ça revient à l'heure de travail puis à tes heures. Là. Ça va varier. Tu vois, dans le temps des fêtes, les soupers de Noël dans le quartier sont très populaires. J'en ai fait 4 dans une même soirée. OK. Fait que ça, à partir de 5 heures, ici, ma blonde le savait, on s'était arrangé. Je dis, ben chérie, on se revoit demain parce que moi, le temps que je fasse ma tournée des 4, je ne reviendrai pas à la maison avant 10 heures. Les soirs, ça va être beaucoup soit des assemblées publiques, soit des événements culturels, soit, écoute, il y a de tout, soit mettons, une annonce importante de l'arrondissement, on va faire un petit tour. Fin de semaine, ça va plus être des activités des fois familiales, des fêtes de quartier, des choses comme ça. Ben, ça faisait partie de mes questions aussi, à quel genre d'événement tu participes le plus? Oui, ça ressemble pas mal à ça. Je réponds à ça. Souvent, c'est le groupe qui t'invite directement. Tu reçois une invitation au bureau ici. On aimerait ça, avoir la présence de M. Leduc. Des fois, ça peut être faire une mise au jeu officielle à la patinoire. Oh, il y a vraiment tout. J'ai vu quelques extraits de toi au Salon Bleu. Donc, comment t'es alloué ce temps-là? Est-ce que c'est entre vous 10, le caucus de Québec solidaire, vous avez, en tant que parti d'opposition officielle, un certain temps pour la période de questions, et à vous 10, vous décidez qui fait quoi? Exact. Donc, dans l'entente qui se fait entre les différents partis, en fonction de la reconnaissance ou pas des critères de l'Assemblée nationale, et après ça, diviser le nombre de questions que tu vas pouvoir avoir, l'alternance. Ça, c'est très, très bien encadré. Après ça, à l'intérieur de nous, c'est le leader parlementaire avec son équipe qui décide. Donc, toi, tu peux envoyer des suggestions. C'est, mettons, la dernière qui a eu lieu sur les tarifs d'Hydro-Québec dans le conflit de ABI à Bécancour. Le soir d'avant, en fin de journée, en fait, il y a eu l'article qui est sorti. Hydro-Québec, dans son rapport, dévoile que c'est 165 millions que ça lui a coûté, ce conflit-là. Aïe, c'est le chiffre qu'on attendait. On savait qu'il y avait quelque chose là-dessus. Là, c'est public. Moi, j'ai écrit à Gabriel, puis demain, ça serait une bonne question à poser. Moi, je sais déjà ce que je veux dire dans mes répliques aussi. Puis le lendemain matin, ils ont dit « OK, on check ça. » Le lendemain matin, ils m'ont écrit à 7h30. Ça veut dire que les autres ils rentrent à 7h moins quart. Hein? Puis ils font ce genre d'exercice-là d'analyse. Puis à 7h30, ils m'ont texté pour dire c'est bon, c'est ta question à matin, fait que viens-t'en, on va la préparer. De fait, moi j'avais déjà préparé, fait que j'avais écrit 2-3 lignes avant de me coucher pour sortir ça de ma tête. Fait que le matin, je suis arrivé, puis on a préparé ça ensemble. Fait que ouais, ça fonctionne comme ça. Puis ils gardent une espèce de registre pour pas que ce soit quand même toujours les mêmes. On a un certain équilibre entre les 10 députés. Fait que sur une période de, mettons, 2 ou 3 mois, ils vont garder, bon, tu sais, ça fait si longtemps que
Tel député va poser une question, ouais, ça fait un bout, ok, on va essayer de voir dans l'actualité qu'est-ce qu'on pourrait sortir dans ces dossiers à lui pour l'envoyer au vote un peu aussi. Puis c'est une chance que vous ayez autant de porte-parole parce qu'il y a eu comme un vote justement pour la reconnaissance. Là, c'était pas certain que vous alliez avoir la reconnaissance que vous avez eue. Il y avait une vieille règle qui date de très longtemps qui dit que pour être un parti reconnu, il faut que tu aies soit 20% du vote ou soit 12 députés. Mais dans le système actuel, nominal à un tour, c'est très difficile à obtenir. Il y a un système qui favorise le bipartisme. Alors, c'était assez inusité d'avoir 2 partis à 10 députés. C'est la première fois que ça arrive, donc 4 partis dans ces eaux-là. Et il y avait eu un précédent avec l'ADQ, ça remonte à 2000 quelque chose, où ils avaient eu 7 députés, mais ils avaient réussi à arracher le statut de parti reconnu. À cause du 20% du vote? Non, même pas, ils étaient loin du 20%. Okay. Mais ils avaient eu 7 députés, puis en tout cas, bref, avec la pression populaire, ils avaient arraché ça. Et c'est un peu ça qu'on a refait cette année, en temps spécial. Je pense qu'à terme, surtout avec la réforme du mode de scrutin, il va falloir complètement revoir ces critères-là, mais bon, ça, c'est un autre débat. Ça, c'est une grosse question, puis on a de moins en moins de temps, mais ça m'intéresse beaucoup. Je vais essayer d'écourter les réponses. Non, mais c'est parce que moi, je vois tes paroles comme une femme finie, ça n'a pas de bon sens. Un bon intervieweur devrait t'interrompre plus, je pense. Il y a tellement de cynisme envers nos élus en politique. Fait que, ton avis sur la corruption, ça m'intéresse. Je veux savoir, est-ce que c'est inévitable? Est-ce que tu as déjà, en 5 mois, été sollicité par des choses un peu croches où tu as dû dire non, ou peut-être même tu aurais été tenté de dire oui, c'est pas légal si je fais ça. Parce que, puis t'es-tu à l'abri de ça parce que tu n'es pas dans un parti au pouvoir? Je pense que c'est moins susceptible de m'arriver, en effet, parce que je ne suis pas au pouvoir. Évidemment que toutes sortes de personnes vont toujours avoir une certaine influence sur un politicien, même s'il est de la troisième opposition. Maintenant... ça peut être une investiture en guillemets. On investit dans ce gars-là qui, un jour, son parti va être au pouvoir. Ça va nous... La question d'influence, c'est qu'il faut faire attention. Mettons, j'ai rencontré un groupe en logement, mais il voulait que je me batte un peu plus fort sur la question du logement social, qui recherche à m'influencer. Oui. C'est correct aussi, c'est un groupe citoyen, ça c'est normal. Maintenant, quand il y a un intérêt pécunier, d'ailleurs, dans une autre catégorie, il y a toute la question du lobbyisme, qui est quand même assez bien encadré au Québec. Évidemment, c'est pas parfait. Moi, ça ne m'est pas encore arrivé. En tout cas, je n'ai pas l'impression que ça m'est encore arrivé. Il y a des formations, d'ailleurs, qu'il faut que j'aille suivre bientôt à l'Assemblée sur ça, sur comment recevoir un événement de lobbyisme. Ces formations-là sont volontaires. Je ne savais pas qu'il y avait des formations. C'est-à-dire, je pense qu'ils sont je ne sais pas, honnêtement, je vais vérifier. Nous, à Québec solidaire, on veut les prendre, ça c'est certain. Il faudrait que je vérifie si c'est obligatoire. Toutes tes obligations, depuis que tu es élu, est-ce que tu as eu comme un cahier de voici le manuel de l'employé, puis c'est ça mes obligations? Il fallait que je fasse une déclaration d'intérêt, il fallait que je fasse toutes sortes de formulaires par rapport donc, au lobbyisme qu'il fallait que je fasse, pour le commissaire à l'éthique aussi. Donc ça, c'est assez standard. Des questions que tu poses, si je fais ci, si je fais ça. Et qui est responsable de s'assurer que les nouveaux élus sont au courant? C'est à la fois l'Assemblée nationale comme telle, qui a des gens qui m'ont appelé. Le lendemain que tu étais élu, j'ai reçu un téléphone de monsieur Untel, je travaille à l'Assemblée nationale, au secrétariat, et puis je suis là pour faciliter votre arrivée, pour ouvrir les comptes, recevoir votre chèque pour virer l'argent, puis tout. Fait que ça, il y a vraiment l'Assemblée qui est très bien organisée, puis qui est habituée à des roulements de députés comme ça. Puis après ça, tu as ton caucus, ton leader de parti, qui lui doit s'assurer que tu aies, en plus de tout ça, de la formation pour les travaux parlementaires, comment te repérer dans la machine étatique pour tes revendications. Oui. Je te demandais si tu avais déjà réglé des dossiers depuis ton élection, ou si tu avais aidé les gens, ou il y a des dossiers que, dans la première année, ça d'après moi, il va régler ça. Régler, non, mais avancer, oui. Tu vois, on a un gros dossier sur ce qu'on appelle l'Assomption Sud, qui est un ancien terrain industriel qui est en processus d'être redynamisé, mais en tout cas, il y a toutes sortes de problèmes de consultation citoyenne. Et on a fait une demande d'accès à l'information au ministère du Transport. Parce qu'un des trucs qui bloquait dans cette discussion-là démocratique, c'était l'absence d'information, notamment sur le prolongement d'une autoroute. Et on a fait une demande d'accès à l'information, puis on l'a eu. Et on l'a rendu public le jour même sur notre page Facebook. Hey, ben voilà, ça va nous aider à discuter de savoir c'est quoi le vrai plan. On s'en doutait un peu, mais là, il est officiel. Voici une carte, du ministère des Transports. Oui, je l'ai vu la carte. Bon, ben ça, t'es pas content, le ministère des Transports. Mais moi, je garde,
des critiques à Alors, leur faire. le ministre du Transport est en masse à construction. C'est vrai? Ah oui, ben oui. oui. Mais je pense que pour la région de Montréal, c'est Mme Plus-Rouleau qui gère. Ok. En tout cas, tout ça pour dire que ça, je trouvais que ça content parce que ça nous a fait permettre de mettre 4 sur table. Puis que là, maintenant, tout le monde peut discuter en sachant c'est quoi le vrai plan qui est sur la table, ce qui n'était pas le cas avant. Fait en quelque sorte, je pense qu'on a réussi à peut-être, en tout cas, faciliter la discussion, au moins sur la vraie information. Fait on n'a pas réglé du tout le dossier d'Assomption Sud, mais en tout cas, on a réglé une partie de l'opacité alentour de ce dossier. J'avais encore plein de questions, mais on n'a plus de temps. Il est C'est une petite dernière peut-être, une petite dernière. OK. Ben, en fait, c'est pour la suite. Dans le fond, la dernière section, les questions qui me restent, ça s'appelait pour la suite. Là, je le dis. Il est tôt, mais quels sont tes espoirs d'être réélu? Comment tu planifies? Est-ce que tu es déjà en train de planifier la suite? Est-ce qu'en cours de mandat, tu fais du financement pour la prochaine campagne? Parce qu'on est très tôt. Ouais. Tout ça, tu vas penser à ça dans 3 ans, quand la prochaine élection va s'en venir. Le financement, il s'en fait tout le temps un peu. Fait que, c'est pas. Je pense, si j'ai bien compris, le monde de l'assaut ont commencé déjà à faire un peu de téléphone pour voir le financement de cette année, etc. Fait que ça, c'est sûr que c'est quelque chose de permanent. Pour la réélection, je t'avoue que j'ai pas nécessairement un plan très très clair. Je sais pas combien de temps je vais faire ça, moi, dans la vie de la politique active. J'ai l'impression que je voudrais en faire plus que 4 ans, ça c'est certain comme élu. Mais après ça, c'est évidemment que c'est en s'approchant de l'échéance que la question se repose concrètement. Puis souvent, puis j'imagine que ça va être le cas dans 3 ans et demi à peu près, les partis attendent d'habitude d'alentour de 6 mois. 6 mois avant le déclenchement de la prochaine élection, là, ils demandent à leurs députés en exercice de confirmer s'ils veulent se représenter ou pas. J'imagine que c'est ça. Tu n'auras pas d'investiture. Maintenant qu'il est élu, pour si tu veux te oui, représenter, il y a quand même une Ah oui, bien investiture. sûr. Il n'y a pas de Passe-droit. Il y a un passe-droit à moins que tu sois vedette et que tu essaies de passer. Exact. Mais même là, la vedette, il y a une investiture aussi pour qu'il la gagne. Exact. Puis c'est sûr que tu repenses toujours un peu à ta réélection, mais en même temps, il ne faut pas que tu y penses trop, pour pas que ça ait une influence sur ta politique actuelle. Oui, ce que tu fais comme travail. Parce que sinon, les médias partout qui regardent tous tes faux pas, c'est très rapide que tu peux tomber dans la lampe de bois, puis te dire, mais je ne veux pas choquer personne, puis tout. Mais si tu fais ça, dans le fond, là, la question qui se pose d'abord, pourquoi à la base tu veux te présenter? Fait qu'il faut, bien sûr que tu penses à ta réélection, mais il ne faut pas que ça vienne, je pense, trop influencer ta façon dont tu veux travailler. Maintenant, parce que ta réélection dépend un peu de toi, bien sûr, mais pas tant que ça. Elle dépend de plein d'autres facteurs. Elle dépend de le monde sont rendus où. Elle dépend de ça va être qui le chef, ça va être quoi le débat des chefs, ça va être quoi moi j'ai tendance, en tout cas, c'est comme ça que je le vois, à me détacher un peu de ça dans le sens où j'aurai un pouvoir sur la prochaine campagne locale, mais en même temps, ça me dépasse de plusieurs manières, donc il ne faut pas trop t'en soucier, sinon tu ne feras plus rien, sinon tu vas être toujours angoissé de la suite. Fait concentre-toi sur ton année en cours, sur ton plan d'action, sur ton équipe, sur ton quartier, reste actif, puis la vie va t'amener là où tu dois aller. Ah, super. Ben, merci beaucoup. Ma dernière question, c'est le mot de la fin, mais j'ai l'impression que je me souviens de ça constitue un très bon mot de la fin. Ben, ça m'a fait plaisir. Ben, à moi aussi, vraiment, j'ai bu tes paroles, c'était super agréable. Puis, il y a plein de choses que. Ben, on fera l'exercice peut-être dans un an. Voir ça, ça serait Ils sont rendus des questions. Puis, s'il y en a. Oui, ça me fait plaisir.